Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur un autre épisode. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Fabien Rosenberg, spécialiste en fasciathérapie. Bienvenue Fabien. Merci, bienvenue, bienvenue. Donc on va apprendre aujourd'hui comment on peut mieux vivre en conscience dans notre corps et mieux comprendre vraiment comment notre corps fonctionne avec les fascias. Donc Fabien, peux-tu nous dire un petit peu, premièrement, comment tu en es arrivé à la fasciathérapie, puis c'est quoi fondamentalement la fasciathérapie? Oui, je peux développer ça en quelques mots. En tout cas, merci aussi de m'avoir invité à Ah ce oui, ça fait podcast. plaisir. Je suis très content d'être là, puis pouvoir parler de ma passion. Hmm. Effectivement, la fasciathérapie, en fait, j'ai découvert ça il y a fort longtemps de ça. Je dirais pas en quelle année, en 1990, je pense. Et donc, moi, c'était une époque, bon, avant, il faut dire, je faisais vraiment autre chose. J'étais ébéniste. Hmm. Et j'étais vraiment dans une époque troublée, où j'avais vécu la mort de mon père, une séparation, etc. En tout cas, après tout ça, j'étais un petit peu à la recherche de moi-même. Je me sentais un peu perdu, j'avais fait beaucoup de prises de conscience. Puis, à un moment donné, je suis allé dans un stage de développement personnel où la fasciathérapie était proposée. Donc, je dirais tout à l'heure à quoi ça consiste, hein, la fasciathérapie. Mais disons qu'en quelques mots, ce qui est intéressant, c'est que j'ai expérimenté d'abord sur moi. Hmm. Et j'avoue que j'ai été très surpris comment on pourrait dire? C'est comme si je me sentais vivant pour la première fois de ma vie. Wow. Mais pas vivant. Ouais, c'est comme il y a une différence entre savoir qu'on est vivant puis sentir qu'on est vivant. Alors, qu'est-ce qui fait dire qu'on est vivant? C'est vraiment une sensation particulière, hein. C'est comme tout d'un coup, je me suis vraiment senti animé de l'intérieur, beaucoup plus libre. Mais en tout cas, ça a été tellement révolutionnaire pour moi que j'ai voulu en faire mon métier. Hmm. Donc, je me suis formé à la fasciathérapie. Et puis, j'ai voulu aller beaucoup plus loin, puis j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que je suis devenu aussi formateur, Hmm. parce que j'ai voulu l'enseigner aux autres. Wow. Voilà, voilà. Et donc, bon. Alors, pour être plus clair, hein, la fasciathérapie, c'est la thérapie, comme ça le dit, hein, c'est la thérapie des fascias. Hmm. Donc ça, c'est une thérapie manuelle, c'est-à-dire qu'on utilise les mains, un petit peu comme la massothérapie, mais c'est bien différent parce que on met pas d'huile sur le corps, on mobilise les tissus et notamment ce qu'on appelle les fascias. Hmm. Donc les fascias, hein, c'est un organe, comment on pourrait dire, c'est comme une enveloppe qu'on a autour de toutes les structures anatomiques du corps, de la tête aux pieds, de la superficie à la profondeur. Donc ça concerne les muscles, les os, les articulations, les organes, le cerveau, les artères. Bon, je Wow. ne vais pas tous les nommer, mais en fait, c'est vraiment un tissu qui est là en permanence, qui enveloppe vraiment les structures anatomiques et qui est, maintenant on le sait, c'est considéré comme le 80e organe du corps humain, d'ailleurs, ça a été Wow. répertorié. Et ça a une fonction, comme on disait hors podcast, Hmm. une grande fonction, on va dire, sensorielle en fait. C'est ça qu'on a découvert, c'est que le fascia avait beaucoup, beaucoup de capteurs sensoriels. Donc il envoie beaucoup d'informations sur la position de notre corps, dans l'état dans lequel on est, et surtout aussi ce qu'on appelle la nociception, c'est-à-dire sur la douleur. Il y a beaucoup de Hmm. douleurs qui sont reliées au fascia, qui sont crispés, qui sont douloureux, mais c'est une douleur particulière. C'est une douleur, on va dire, teintée d'émotion. C'est pas juste une douleur, c'est toujours une douleur avec un arrière-fond un petit peu émotionnel, des états d'âme, voilà. Et donc ça c'est le début, hein, c'est les Hmm. fascias, on va dire. Donc le fondateur de la fasciathérapie, Danny Bois, dans son parcours, a découvert dans les fascias un mouvement très lent qui anime les fascias, Hmm. comme s'il y avait un rythme dans les fascias qui permettait aux fascias d'être vivants, de donner des informations supplémentaires que juste la douleur, mais euh, comment on pourrait dire, qui amplifiait un petit peu le sentiment d'existence quand le mouvement était très amplifié dans le corps. Et il s'est aperçu que quand il mobilisait les fascias, les structures du corps avec ce mouvement, il pouvait mobiliser une espèce
de force d'autorégulation du corps qui faisait que le corps avait tendance à se réguler par lui-même et à pouvoir aller dans le sens de la résolution de ce qui était bloqué, immobilisé, voire... et donc, voilà. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, cette force d'autorégulation, parce qu'il s'est aperçu que non seulement quand le mouvement revenait dans les fascias, les structures du corps, ça libérait le corps, mais quelque part, ça avait tendance à réguler la vie psychique. Hmm. C'est-à-dire que ça libérait aussi, en tout cas, ça ouvrait la vie psychique pour qu'on soit prêt à envisager les choses différemment, quoi. Hmm. C'est vraiment fascinant. Moi, je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est un organe. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être même pas conscience de ça. Moi, j'avais exploré un petit peu les Oui, fascias légèrement, mais on le sait que des fois, on a des tensions dans le corps, puis on ne sait pas c'est quoi vraiment le problème, la situation. Puis des fois, ça peut être justement logé dans le fascia. Donc, c'est peut-être pas musculaire, c'est peut-être pas osseux, mais ça peut être justement au niveau d'un fascia ou quelque chose comme ça, si je comprends bien. oui, ça peut être. Bah, disons qu'on pourrait mettre des nuances. Mhm. Parce que dans le corps, on peut rentrer dans le détail de chaque structure anatomique, mais si on regarde dans la globalité, tout le monde fonctionne ensemble. Hmm. C'est-à-dire que le fascia, parfois, ça va être le fascia, comme il est en première ligne, souvent, par exemple, quand on a un stress, un choc, une émotion forte, c'est lui qui va réagir en premier. C'est comme la ligne de front, là. Hmm. Parce que c'est un tissu élastique, il est très adaptable, donc c'est la ligne de front. Quand tout va bien, le tissu absorbe et il reprend sa forme. Mais quand on est trop fatigué ou que les événements, on n'arrive plus à les gérer, à un moment donné, le fascia va, on dit, il va s'immobiliser. C'est-à-dire qu'il reprend plus Hmm. sa forme. En s'immobilisant, il va avoir une action sur les structures qui l'enveloppent. Parce que lui, il enveloppe toutes les structures anatomiques. Et donc, les structures en dessous vont évidemment en pâtir. Et ça va faire un petit peu boule de neige comme ça. Donc ça peut être soit l'articulation, soit le niveau musculaire, soit même le niveau osseux, hein, parce qu'il y a une enveloppe qui enveloppe les os, qu'on appelle le périoste, qui est très douloureux, justement. Quand on a mal aux os, souvent c'est le périoste. Hmm. Et chaque niveau de fascia, hein, a un petit peu une spécificité. Par exemple, il y a les fascias qui sont autour comment on pourrait dire, des viscères, hein, Mhm. comme autour du cœur, des poumons, des viscères abdominaux, qu'on appelle le fascia axial profond. Comme, par exemple, le péricarde, hein, c'est le fascia du cœur, les plèvres, le Hmm. péritoine. Tout ça, c'est des fascias des viscères. Donc, eux, ils vont plutôt être spécialisés dans la vie émotionnelle. Hein, par exemple, quand il y a un stress émotionnel, c'est plus eux qui vont se serrer. Il y a ce qu'on appelle le fascia durmérien. Alors, le fascia durmérien, lui, il enveloppe le cerveau, les méninges, il descend dans la moelle épinière, puis lui, il va être plus sensible au stress mental. Tu sais, quand on est en train de... Hmm. On est assez préoccupé, on est anxieux, tout ça, ça se passe là-haut. Mhm. Donc lui, ça va serrer la boîte. Puis on va avoir tendance à être plutôt serré au niveau du crâne, tout ça. Hmm. Et il y a aussi le fascia plus spécifique au niveau des muscles, Mhm. qui est plutôt le fascia myotensif, hein. Il enveloppe. Alors lui, il est extraordinaire parce qu'il enveloppe le muscle, mais il rentre à l'intérieur du muscle et dans toutes les petites fibres. Donc vraiment, à un moment donné, c'est difficile de distinguer qu'est-ce qui est du fascia et du muscle. Mhm. Donc lui, il va être plus, quand il va être tendu, psychologiquement, ça va être plus relié à nos difficultés de nous mettre en action, tout ce qui est relié à l'action, quoi. Hmm. En fait, je disais, je me perds un peu, mais je C'est vrai, répondais oui. un petit peu au fait que, à un moment donné, c'est difficile de dire si c'est le fascia, comme il est tellement intime avec les structures anatomiques qu'à un moment donné, dans la globalité, c'est difficile de dire qui a commencé l'œuvre de la tension ou de l'immobilité qui fait qu'on Mhm. se retrouve soit avec des tensions du corps, soit même des tensions psychiques, on pourrait dire. Ben, c'est ça qui est intéressant. C'est quelque chose, je pense, qui n'a pas été vraiment considéré, du moins qui n'est pas nécessairement dans la conscience collective des gens de tous les jours, mais qui pourrait être soit la source ou soit un intervenant dans, euh,
leur propre guérison peut-être de leur anxiété, que ce soit des troubles au niveau psychique, comme tu dis, Ouais. ou au niveau carrément physique, osseux, des mal dans une région ou mal à certains os. Mm. Mais c'est quelque chose de vraiment intéressant. Ce que j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu qu'il y avait comme un fascia, c'est-à-dire que c'est une couche unie. Est-ce que ça, Mm. c'est vrai ou... Oui, oui, tout à fait, tout OK. à fait. C'est comme quasiment une seule structure Wow. qui a des replis, qui a des replis différents, parce qu'évidemment, comme ils rentrent dans les muscles, les articulations, c'est la même structure qui se multiplie en différentes couches et en différentes densités. Il a différentes densités, donc Mm. il peut prendre la forme, même à une époque, mais je pense que ça a été remis en question. On disait que le sang lui-même était du fascia. Wow. Comme un fascia, mais parce que dans le, comment on pourrait dire, la physiologie du fascia, hein, il y a une espèce de liquide dans lequel baignent des cellules. Mhm. Et selon la densité de cette soupe interstitielle dans laquelle sont les cellules, ça va donner un fascia qui va être plus... Sa fonction, par exemple, autour des poumons, qui va être un fascia plus mince, autour des muscles, qui va être un fascia plus dense. Mais on est moins sûr maintenant, ça a été remis en question, que le sang soit un fascia qui soit très liquide, quoi, mais Hmm. je ne le sais pas. Donc c'est vraiment intéressant, cette physiologie. Wow. Puis, comment, assumant le cas d'une blessure qui a l'air d'être quelque chose dans ta sphère Oui, d'expertise, oui. comment tu traites un fascia ou comment est-ce que les gens se font traiter un fascia? Comment ça fonctionne? Ça, c'est très manuel. Est-ce que c'est des points de pression ou c'est des... Comment Oui, ça fonctionne? bah, en fait, oui, il y a des points de pression, effectivement. Donc, on pose nos mains. Bah, comme on travaille, en fait, bah, il y a deux choses, hein. Il y a la structure du fascia Hmm. qui enveloppe toutes les structures du corps. Mhm. Et il y a ce que Danny Bois a découvert, le mouvement, le rythme très lent qui anime les fascias. Hmm. Donc, il ne s'agit pas juste d'écouter le fascia, il faut écouter le mouvement qui anime les fascias. C'est pour ça qu'on dit qu'on travaille sur un corps vivant, parce que c'est un corps animé. Et d'ailleurs, on sait que le problème est justement là où le mouvement s'est arrêté, là où c'est immobile. Hmm. Puis ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, nous, quand on reçoit quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est on pose nos mains, voilà, comme toute thérapie manuelle, évidemment. Donc, on écoute si les tissus, la personne est animée de ce mouvement. Et donc, si le mouvement n'est pas là, on a des petits protocoles, évidemment, hein, où on reproduit la lenteur du mouvement et les orientations qu'on connaît en faisant des temps d'arrêt, jusqu'à ce qu'on ait une information qui vienne du tissu. Et à ce moment-là, quand on a cette information-là, bah, on fait surtout ce qu'on appelle des temps d'arrêt. On appelle ça des points d'appui, hein. Et dans le point d'appui, ce mouvement qui anime la matière, c'est comme un barrage, hein. Le temps d'arrêt fait comme un barrage. Et ce mouvement, c'est comme de l'eau qui vient sur un barrage, va se concentrer, se concentrer. Et cette vie en mouvement va discuter avec ce qui s'est immobilisé. C'est-à-dire que ce qui est immobile et mobile vont discuter ensemble. Et au bout de cette discussion, normalement, il y a une espèce de relâchement qui se fait. Ou pas. Ça dépend. Comme c'est une écoute en mouvement et qu'on travaille sur le vivant, on ne sait jamais si le point d'appui va faire que ça va se libérer ou pas. C'est ça la beauté de la chose. C'est que ça rejoint, hein, les grands pionniers de la thérapie manuelle, de l'ostéopathie, comme le docteur Steele, qui était le fondateur de l'ostéopathie, qui travaillait déjà sur le corps vivant et qui disait mieux vaut s'adresser à la force interne du corps qu'à une force extérieure obligatoirement aveugle. Hmm. Donc, aller interroger les forces internes du corps, c'est quand même intéressant. C'est quoi que tu veux dire par ça, justement, les forces extérieures aveugles versus les forces internes du corps? Pour moi, une force extérieure, c'est par exemple moi, en tant que thérapeute au début, quand j'ai pas d'informations dans le corps, c'est la force externe, ça va être moi. Par exemple, je décide d'emmener la peau et les muscles vers le bas. Si je le fais sans écouter le corps, c'est une force externe qui s'exerce sur le corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effet, parce que tout événement dans le corps crée des effets. Le corps va se mobiliser, va essayer de s'adapter, le système neurovégétatif va se demander ce qui se passe, etc. Tout le monde va réagir. Mais le
le but, c'est justement d'aller mobiliser ces forces internes. Mhm. Donc, il y a tous ces systèmes d'adaptation qu'on peut mobiliser, qui sont souvent en difficulté quand il y a une problématique dans le corps, mais en même temps, on va aller chercher ce mouvement interne dans le tissu qui est vraiment cette force justement de régénération, de régulation qui va se mobiliser. Et à ce moment-là, ça va être la force interne qui va se mobiliser. C'est comme la force naturelle du corps, dans le Oui, fond, on c'est de pourrait dire travailler ça, avec... oui, voilà. J'aime bien ce mot naturel. C'est intéressant, ça. Justement, c'est travailler avec le corps. Voilà, Donc, plutôt, le corps. Oui, tout à fait. c'est C'est très assez pertinent, intéressant. oui. Mais c'est ça que je me demande aussi. On a parlé un peu de la somatisation, Ouais. des émotions, le fait que ça passe du psychique à peut-être des blocages physiques. Hmm. C'est quoi des exemples? Moi, j'appelle ça peut-être plus la somatisation, là, Ouais. mais c'est quoi des exemples de certaines émotions, mettons l'anxiété ou la colère, qui vont se répertorier ou se voir typiquement dans le corps dans certains endroits? Est-ce que c'est typique ou c'est différent pour chacun? Ou... Ben, la question est vraiment intéressante. Ouais. Parce que, comment je dirais, bon, ben, on connaît le phénomène de somatisation. Hein. Mhm. Ce qu'on appelle la somatisation, en général, c'est un mal-être psychique qui Mhm. n'arrive pas à s'exprimer ou qu'on n'arrive pas comment on pourrait dire, à accueillir et qui s'exprime finalement par le corps, Mhm. sous forme de douleur, de mal-être, etc. Et donc, chacun va avoir un site spécifique, hein, on le sait. Comme moi, à une époque, moi c'est plutôt au niveau du ventre. Hein. Souvent, je vais avoir mal au ventre. À une époque, c'était les migraines, mais je suis moins enclin, par exemple, dans mes somatisations, à avoir des problèmes musculaires ou articulaires. Ça va être plus les organes. Mais, alors, ça c'est bien intéressant parce qu'on sait dans le corps comment ça s'organise. On parlait justement hein, du mouvement qui anime les fascias et les différentes structures anatomiques du corps. Et donc, normalement, quand le corps est libre, tout le monde s'adapte à ce qui se passe. Mais il y a des moments où nos capacités d'adaptation sont dépassées, ou au contraire, psychiquement, ça nous dépasse aussi. Et à ce moment-là, quand le corps n'arrive plus à s'adapter, il y a une stratégie très intelligente du corps où le corps, justement, va s'immobiliser. Donc une immobilité, hein, ça peut être par exemple des tissus qui sont très tendus, mais c'est aussi ce mouvement, cette vie qui anime le corps, qui s'immobilise. Et alors, c'est quoi l'avantage de cette chose-là? Pourquoi il fait ça, le corps? Parce qu'il n'est pas bête. Hein. Il fait ça, il y a l'avantage premier, c'est que quand le mouvement et le corps s'immobilisent, on se ressent moins. Donc ça veut dire que la zone qui est en souffrance, on va moins la ressentir. Et donc on va pouvoir continuer à vivre notre vie et à continuer à vivre sans avoir l'intention en permanence sur ce qui ne va pas. Le désavantage de cette chose-là, c'est qu'on se ressent moins. Bon, ça a les deux, hein, ça a les deux côtés de la médaille, on s'entend. Et donc le fait de moins se ressentir et que la zone se soit immobilisée, ça va faire comme on appelle ça des zones orphelines. C'est-à-dire qu'au lieu d'absorber le choc et le stress dans toute la globalité, ben, elles vont absorber toutes seules. Et donc, c'est souvent ces zones qui sont plus fragiles et qui vont être le siège de la somatisation. C'est souvent ces zones-là qui sont immobiles, qui sont plus fragiles, c'est normal. Donc, c'est là que la somatisation va s'exprimer souvent. Je ne dis pas tout le temps, mais souvent, on va dire. Et ce qui est bon signe, c'est quand la zone de somatisation bouge. Ça veut dire que le terrain bouge aussi. Ah, c'est bien ça. Oui, voilà. Fait que ce que j'entends par siège, est-ce que c'est comme un point focal et potentiellement des problèmes qui sont parallèles, qui arrivent dans la même zone ou qui se répliquent avec un siège? Ou c'est quoi la signification de siège ici? C'est siège, juste le lieu... ça veut dire que ça va être souvent là que la somatisation va s'exprimer dans le corps, parce que c'est des zones plus fragiles. De toute façon, effectivement, mais ce que tu dis est vrai aussi, parce que une zone qui s'est immobilisée va être plus tendue, et donc elle va être moins dans son, comment on pourrait dire, dans son potentiel maximum de fonctionnel, quoi.
Même parfois, dans les tensions, le sang arrive moins bien dans la zone, Mhm. elle est moins bien irriguée, elle est moins en lien, elle est moins souple. Mhm. Ben, oui, ça peut être problématique. Après, il y a des immobilités, on en a tous, hein, Mhm. on vit avec. Il y a des immobilités qui sont plus ou moins demandantes et qui ont plus ou moins d'effets. Parce qu'à un moment donné, quand il y a vraiment beaucoup d'immobilité, le corps ne pouvant plus gérer, ça commence à avoir des incidences psychologiques. Mhm. C'est-à-dire qu'on peut commencer à avoir du mal à passer à l'action pour certaines choses. On peut avoir des problèmes relationnels aussi, Mhm. parce qu'on sait que moins on se ressent, plus on se sent fragile psychologiquement. Mhm. Et donc relationnellement, on a moins envie de voir les autres aussi. Mhm. On n'est jamais aussi bien que quand on est présent et qu'on se ressent beaucoup, beaucoup, quoi. Ouais, pleinement ou le plus pleinement Voilà, possible, c'est hein. ça. Ça, c'est le bon mot. C'est le mot que je cherchais. Puis ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a aussi des schémas stéréotypiques de, de somatisation, pour utiliser ce mot-là? Admettons, j'ai de l'anxiété, Mhm. c'est la gorge, j'ai de la colère, c'est peut-être le ventre, ou est-ce qu'il y a des choses qui se reproduisent, certaines émotions liées à certains endroits du corps, ou pas tant que ça finalement? Bah, c'est-à-dire que oui et non. Ouais. On va prendre la partie qui, oui, dans le sens où l'anxiété, bah souvent, parce que ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que il faut. Qu'est-ce qui nous dit qu'on fait de l'anxiété? Il y a bien une information sensorielle du corps qui nous le Mhm. dit. Mhm. Sinon, on ne saurait pas, on ne pourrait pas dire je fais de l'anxiété, on pourrait dire bah, je sais pas, je suis en pleine forme, ou etc. Mhm. Et donc, souvent, ces zones qui nous font dire que c'est de l'anxiété, souvent, c'est ici, hein, ça va être souvent justement la zone du péricarde Mhm. qui va être serrée. Donc, c'est pour ça qu'on ressent ici comme quelque chose qui est quand même assez serré, ou au niveau des poumons. Donc, le tissu, le fascia de ces zones vont se serrer. Et éventuellement, ça peut, pourquoi pas, parce que ce fascia au Mhm. niveau va jusqu'à la gorge, Mhm. ça peut aller jusque là ou jusqu'en bas. Ça dépend finalement. Or, l'aspect où je dirais que c'est pas tout à fait vrai qu'il y a un schéma, parce que ça va dépendre effectivement de l'histoire de la personne et de son rapport avec ce qu'elle va vivre. Certaines personnes, ça va être plus au niveau de la gorge, Mhm. d'autres plus ici, mais souvent, en tout cas moi de mon expérience, quand les gens parlent de l'anxiété, c'est beaucoup cette zone qui est perturbée, où le péricarde va être très serré. Ce qui peut, et les gens, en sentant que c'est serré ici, vont faire encore plus d'anxiété, mais on est vraiment dans les deux voies, là. La voie somatique, où le corps donne une information, on dit là je fais de l'anxiété parce que c'est serré dans cette région, mais l'anxiété aussi, évidemment, dans la sphère psychique, elle est très. Mais dans l'anxiété, c'est au niveau des grands systèmes, c'est le tonus, c'est une hypertonie. Mhm. Le tonus, tu sais, c'est cette espèce de tension musculaire qui est là en permanence, qui est plus ou moins, qui normalement, en fonction de ce qu'on vit, va varier, hein. Mhm. Même les émotions, c'est des variations de tonus. Mais dans l'anxiété, ce qui est embêtant, c'est qu'on est toujours en hypertonie. Mhm. Et en hypertonie, bah, on est moins adaptable. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein, dans les burn-out. Les gens sont en stress dépassé, ils font de l'anxiété. Et comme ils sont en hypertonie, alors, une des fonctions de l'hypertonie, c'est-à-dire du tonus qui est très élevé, c'est de moins se ressentir. Mhm. Et donc, moins tu te ressens, plus tu vas, tu vas, tu vas jusqu'au moment où tu rencontres un mur, quoi. Mhm. Donc, dans le burn-out, tu tombes Mhm. parce que tu as été trop loin. Mais comme tu ne te ressens pas, tu ne sais pas que tu as été trop loin. Mhm. C'est embêtant quand même. Mais le corps et le mental peuvent nous jouer beaucoup d'histoires. Oui, c'est vrai. Justement, parlant de ça, on a parlé d'un mot un peu plus tôt avant le Hein. podcast, que l'histoire a comme une mémoire biologique. Il y a une mémoire, tu sais, il y a une mémoire corporelle dans le Oui, fond qui se forme. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de ça? oui, tout à fait. Bah, évidemment, c'est pas une mémoire comme la mémoire cognitive, hein, où on se Mhm. remémore les choses. C'est une mémoire dans le sens où on va rejoindre cette histoire d'immobilité, justement, où c'est comme dans le corps, il y a une histoire de nos tensions Mhm. qui se sont faites,
au fur et à mesure de notre parcours, hein, depuis qu'on est au monde, hein, finalement. Euh, et comment on pourrait dire? En tout cas, de la façon dont on le décrit dans la fasciathérapie, méthode Danny Bois. Après, il y a sûrement d'autres façons de décrire la mémoire du corps. Moi, celle que je connais et que je côtoie chez moi et ceux que je rencontre, elle s'exprime sous forme de zones qui sont immobilisées, justement, Mhm. suite à un événement qu'on a vécu et dont on n'a pas pu gérer complètement les effets au niveau de l'émotion ou de ce que ça pouvait dire chez nous. Mhm. Et donc, quand ça se fiche dans le corps, ça a vraiment des sites. On rencontre dans le corps des sites, comme Danny Bois, il racontait ça, il disait, quand il raconte un petit peu sa biographie, hein, il parle, lui, de strates gelées dans la matière qu'il rencontre. Mhm. C'est comme des strates, comme un frigo, comme une chambre froide dans lesquelles les événements sont mis. Mhm. Et donc, évidemment, tout ce qui tourne autour de l'événement qui n'a pas pu être géré, c'est aussi immobilisé. Et on a comme ça, c'est ça qu'on appelle le corps biographique. Mhm. Et à un moment donné, dans ce corps biographique, souvent les gens, c'est pas vraiment des somatisations, mais c'est une douleur qui apparaît, hein. Par exemple, ça peut être les douleurs de l'épaule. Les gens, ils ont pas vécu de choc, d'accident, ni quoi que ce soit, mais ils développent des douleurs d'épaule avec des inflammations, etc. Bon, on sait que le stress provoque beaucoup d'inflammation, mais en dehors de ça, euh, il y a toujours, comment je pourrais dire, le début d'une histoire commence quelque part. C'est ça qu'on appelle le corps biographique. Mhm. C'est comme une enquête. Mhm. Où a commencé l'histoire dans la biographie de la personne? Dans quel endroit du corps? On peut remonter l'immobilité et des fois, ça nous fait remonter à des endroits qu'on ne soupçonnait pas, mais qu'on découvre en temps réel, en fait. Mhm. Mais on ne peut pas savoir d'avance. Donc le corps biographique, c'est un petit peu ça. C'est comment c'est organisé, un petit peu toutes ces strates qui se sont figées dans nous, hein. On a tous ça, évidemment. Mhm. Ça ne nous empêche pas de vivre. Mhm. Euh, Comment on pourrait dire? Mais, euh, par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que quand c'est le corps et la personne est prête et que sous les mains, la vie discute avec ce qui s'est immobilisé, on offre une opportunité justement à cette biographie de se remettre en mouvement. Mhm. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que comme on ne force pas, c'est juste cette espèce de point d'appui, de temps d'arrêt qu'on a mis au bout d'un mouvement. Si la personne est prête, autant psychiquement que corporellement, à relâcher, elle va le faire. Et c'est des libérations très douces, mais très profondes en fait. Mhm. Donc ça, c'est vraiment intéressant de remonter cette espèce de corps biographique. Et parfois, il y a des espèces de remémorations quand l'événement, on pourrait dire, se remet en mouvement, où la personne a à nouveau un petit peu ce qui s'était figé dans elle. Mais c'est jamais des gros, on pourrait dire, des grosses catharsis où Mhm. Changement de paradigme. voilà, c'est ça. Ouais. Ça se fait souvent en douceur parce qu'on a l'accord du corps et de la personne. C'est Mhm. comme ça, une espèce de... Mais ça n'empêche qu'il y a les états d'âme de l'événement qui remontent. Mhm. Parfois, les gens ont aussi des images qui remontent, mais voilà. Est-ce que ça peut être assez émotionnel? Des fois, il y a peut-être des gens qui pleurent en relâchant des douleurs, ou c'est Pas pas forcément, tant que non, ça. non, non. Parfois, il y a quelques larmes, mais c'est souvent des larmes de bonheur Ouais, c'est ça. de se retrouver à nouveau vivant. Mais c'est quand même assez rare qu'on ait des grosses décharges émotionnelles. Bon, c'est tranquille quand même comme thérapie, Oui, oui, style de oui, 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 thérapie. oui. Bah, des fois, voilà. Mais c'est toujours... Parce que quand on suit le vivant dans le Mhm. corps, ça ne peut qu'aller au bon endroit, en fait. Mhm. Voilà. Puis vous l'avez associé aussi à la gymnastique sensorielle, c'est Voilà. ça? Donc, c'est un style spécifique de mouvement. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus de la gymnastique sensorielle? Oui, 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 tout à Ouais. fait. Donc, la gymnastique sensorielle, en fait, on pourrait dire c'est l'approche gestuelle de la fasciathérapie, hein. Donc, c'est toujours Danny Bois, hein, suite à ses découvertes. Donc, Mhm. lui, il a fondé la fasciathérapie, il a fondé plein de protocoles, tout ça. Et à un moment donné, parce que pour pratiquer la fasciathérapie, il faut développer une certaine forme de perception, hein, Mhm. pour percevoir les mouvements, percevoir ce qui se relâche. Et il s'est aperçu que pour
suivre dans le corps et bien percevoir avec les mains, il ne fallait pas être tendu. Mm. Parce que plus on est tendu, moins on perçoit. Mm. Et donc, il s'est aperçu qu'il fallait être très global pour suivre le mouvement dans le corps. Il ne fallait pas que ce soit juste les mains, il fallait les mains, les bras, le tronc, le bassin, les pieds. Et donc, il s'est aperçu que en proposant au thérapeute de bouger globalement et de manière très relâchée, Mhm. c'est la manière dont il pouvait percevoir au maximum ce qui se passait dans le corps. Mhm. Mais il s'est aperçu que ce n'était pas si facile que ça de bouger lentement et de manière relâchée. Et donc, il a mis au point des protocoles. Au début, c'était ça, hein, pourquoi il a fondé la gymnastique sensorielle, pour que les thérapeutes apprennent à mieux percevoir et à mieux bouger de manière globale. Mais il s'est aperçu que c'était très difficile, cette chose-là. Et donc, oui, c'est ça. Donc, il s'est aperçu de cette chose-là, mais il s'est aperçu aussi que le mouvement interne qui animait le fascia et toutes les structures du corps était très organisé dans le corps. Et en reproduisant, il s'est dit, bah, si j'arrive à reproduire ça dans la gestuelle, on va pouvoir aussi avoir des résultats intéressants et qui vont peut-être pouvoir permettre à la personne d'avoir une forme d'autonomie pour se libérer elle-même. Wow. Donc il a étudié tout ça et il a fondé la gymnastique sensorielle autour de ça. Bon, alors, une fois qu'il a fait ça, il a dit aux gens, bah, allez-y, bougez en essayant de sentir ce qui se passe dans vous. Il s'est aperçu que pour les gens, quand ils commençaient à bouger dans la lenteur en reproduisant cette organisation, en fait, très vite, les gens bougeaient uniquement autour de ce qu'ils connaissaient. Ils étaient très vite bloqués, en fait. Donc, il s'est dit, bah, va falloir que je trouve un moyen, des protocoles, pour que les gens élargissent leur palette de mouvements, pour qu'ils puissent aller dans toutes les directions. Et donc, il a mis au point ce qu'on appelle le mouvement codifié. Donc, le mouvement codifié, en fait, il s'est dit, bah, en fonction de la physiologie de l'intérieur du corps, il a mis au point des enchaînements de mouvements qui reproduisent finalement des coordinations, d'orientation, de rythme et d'amplitude qui explorent à peu près toute la palette possible des mouvements qu'on peut faire chez l'être humain. Et donc, en empruntant, parce qu'il y a des choses, il y a des mouvements qu'on ne fait jamais tout seul. C'est vrai. Et donc, quand petit à petit, on redécouvre dans la lenteur, parce que ces mouvements se font dans la lenteur. Donc la lenteur, c'est magnifique, parce que c'est ce qui nous permet de percevoir pendant qu'on bouge. Alors, on sait que quand on bouge rapidement, c'est très difficile de se percevoir. Souvent, on va percevoir soit le début du mouvement et la fin du mouvement. On ne va pas percevoir. Si je fais ça, c'est impossible de percevoir ce qui se passe entre le début et la fin. Par contre, si je ralentis, là, je peux commencer à percevoir ce que je fais. Voilà, là c'est mieux. Là, j'y suis vraiment. Donc la lenteur, il y a plein de types de lenteur. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de bouger globalement dans la lenteur et de coordonner les bras dans plein d'orientations. À ce moment-là, on s'enrichit d'une potentialité phénoménale, quoi. Et donc, ça libère beaucoup. J'ai comme une curiosité aussi par rapport à l'initiation. Si je comprends bien, c'est comme du début jusqu'à les expressions plus avancées ou l'évolution, mais je me demande bien par quoi il a commencé. En fait, ça commence par un point central. Au fait, le début du mouvement, tu veux dire? Ouais. Comment il l'a découvert? C'est quoi? En fait, ce que je me demande, c'est quoi peut-être le mouvement peut-être le plus primitif ou le premier ou le plus initial pour commencer à décompresser un corps. Si voilà. En fait, c'est simple, c'est des mouvements globaux dans une orientation. Par exemple, parce que le mouvement dans le corps, il est organisé dans des mouvements linéaires. D'ailleurs, le fœtus, quand il se développe, il a ces directions-là, avant-arrière, gauche-droite et haut bas. Et donc, on retrouve dans cette force de croissance du mouvement dans la matière qui reproduit ces grands mouvements. Mais, donc, il suffit de bouger, par exemple, si je veux aller à droite, faut que j'y aille globalement. Alors, debout, on emmène les jambes, évidemment. Mais, tu vois, si j'y vais globalement et dans la lenteur, c'est des mouvements qui construisent beaucoup, où je suis obligé d'aller vraiment avec tout mon corps. Et si je vais tout lentement, vraiment lentement, je suis présent à ce que je fais.
Et donc, ça me ramène à moi, à ma présence. Hmm. Et donc, ça, c'est vraiment, on pourrait dire, le squelette, l'ossature du mouvement tel qu'on le fait. C'est ces grands mouvements globaux qui vont de gauche à droite, d'avant en arrière et de haut en bas. Et autour de ça, parce que l'agencement des mouvements entre eux aussi a une cohérence. Il y a certains mouvements qui vont bien ensemble et d'autres non. Hmm. Et souvent, c'est les mouvements qui vont pas bien ensemble qui vont nous blesser. Comme, donc, on reproduit tranquillement dans la lenteur, puis on reproduit aussi avec les bras, on coordonne. Voilà. Bah, c'est tout un art. Hein. Il y a vraiment un art du mouvement qui est extraordinaire. On commence assis, parce qu'il n'y a pas les jambes à gérer. Donc, c'est des mouvements très progressifs qui vont du plus simple, comme ça c'est vraiment simple, mais qui sont de plus en plus complexes. Et plus on les intègre, plus on peut aller loin dans l'exploration de soi-même finalement. Ben, c'est ça. C'est ça que je réalise, c'est que les gens peuvent eux-mêmes devenir conscients de leurs blessures, leurs points où il y a comme justement une stagnation. Voilà. Donc, c'est intéressant pour même les gens qui veulent l'essayer. Puis évidemment, ils pourraient venir vous voir aussi à faire de la gymnastique. Oui, bien sûr, ils pourraient. Vous en faites en présentiel ici au centre SOA, voilà, tous les lundis soirs à 19h. Ah oui, OK, parfait. J'ai le plaisir d'animer des séances. J'aime beaucoup ça, c'est très nourrissant. Et je trouve que ce qui est nourrissant, c'est vraiment de voir les gens qui se découvrent pendant le mouvement. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que ça change l'état, ça change notre état. Tout d'un coup, on revient à soi, on devient plus calme, on devient présent, il y a une forme de profondeur, on découvre des états qu'on ne connaissait pas. Et puis, voilà, il y a du plaisir. C'est aussi le plaisir. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un plaisir qui ne dépend de rien d'autre que de nous-mêmes. Ben, c'est un peu ça, la théorie, selon ce que j'en comprends des fascias et de la fasciathérapie. Ouais. C'est justement de sentir qu'on est vivant. Voilà, c'est ça. Sentir, oui. Simplement de l'être. Voilà. Mais Fabien, c'est ça, c'est vraiment fascinant ce que tu nous partages. Je veux vraiment te remercier pour le temps que tu as passé avec nous. Je veux aussi que les gens puissent te suivre en ligne. Et évidemment, maintenant, on a mentionné que tu fais des ateliers au Centre SOA, mais qu'ils puissent te contacter si jamais ils ont des difficultés ou des choses comme ça, qu'ils pensent que ça pourrait aider. Comment est-ce qu'ils pourraient te rejoindre? Il y a plusieurs façons. Donc, ils peuvent me joindre par mon courriel à fabienberg@hotmail.com. Okay. Ils peuvent aller sur notre site, alors lesatelierduvivant.com. Alors, les ateliers sans S. Mais merci beaucoup, Fabien. Je pense que tu es un pionnier dans ce que tu fais. Tu aides les gens vraiment à reconnecter avec leur corps ou à trouver des solutions même qui, des fois, ça devient pénible, avoir des douleurs, avoir des problématiques. Puis, tu offres des super belles solutions pour que les gens puissent finalement se sentir vivants. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci à toi de m'avoir prêté une oreille attentive. Mais ça fait plaisir.